rend bien compte que les justifications du gouvernement pour la réforme ne tiennent pas la route. Et un des grands acquis du mouvement social, ça a été de mettre en évidence le fait que le gouvernement a menti. Et plus d'une fois pour essayer de vendre sa retraite. Pas besoin d'être très radical pour s'en rendre compte. C'est pas comme ça que les gouvernements cèdent. Les gouvernements cèdent lorsque, historiquement, les gouvernements cèdent lorsqu'ils sont mis dans l'obligation de le faire. Et pas parce qu'il y a des gens dans la rue, mais parce que le système productif s'arrête. Aujourd'hui, on fait face à des gouvernements qui n'ont pas envie de négocier. Au 19e, le syndicalisme est interdit et donc les formes d'action sont beaucoup plus radicales. À partir du 20e, il commence à être autorisé et donc les formes d'action deviennent moins radicales et plus propice à être réapproprié par les pouvoirs. Et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en cause. Est-ce qu'ils ne sont pas beaucoup trop dans la logique même du pouvoir, alors qu'ils devraient la contester? Et donc c'est à ce moment-là que commence la financiarisation de la dette sociale. Il faut voir à quel point ce truc-là est incroyable. On dit non, on n'augmente pas les cotisations, on va inventer un truc qui s'appelle la CRDS, donc on augmente quand même le taux de prélèvement, mais ce truc-là, il ne va pas financer des prestations, il va financer l'endettement. Et financer l'endettement auprès de qui? Auprès de ces fameux marchés financiers. Tous les ans, ça nous coûte de l'argent. On choisit de mettre de l'argent dans des intérêts en financiarisant la dette plutôt qu'en payant directement les prestations aux gens. La Sécu, elle prend moins de frais de gestion pour rembourser 80% de la dépense de santé, alors que les complémentaires, elles prennent plus de frais de gestion pour rembourser entre 15 et 20% des frais de santé. Vous avez donc deux institutions qui font le même travail, et en plus, il y en a une qui le fait pour plus cher que l'autre. Si on ajoute à ça le fait que les plus malades, ce sont les plus pauvres, on a un système qui est totalement illogique. Nicolas Da Silva, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes maître de conférences en économie, spécialiste de l'économie de la santé et de la sécurité sociale. Vous venez de sortir un livre, La bataille de la Sécu, qui retrace un peu l'histoire de la sécurité sociale, et en particulier des combats qui ont eu lieu pour sa mise en place. Alors justement, avec votre expérience, actuellement, on a dans la rue des centaines de milliers de personnes qui manifestent contre la réforme des retraites. Quel regard vous portez sur ce mouvement? Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation, bien entendu. Alors sur le mouvement actuel, c'est très intéressant. Alors d'abord, je tiens à dire que moi, je ne suis pas spécialiste du système des retraites. Je m'intéresse d'abord aux questions de santé, au système de santé. Mais effectivement, quand on s'intéresse au système de santé, il a partie liée à la sécurité sociale dans son ensemble. Donc, je suis amené à travailler et à déborder, notamment sur les questions de retraite. Le mouvement social, à mon avis, illustre quelque chose qui est absolument fondamental dans ce que j'essaye de dire dans le livre. Pour aller très vite, c'est que l'enjeu des réformes, celle que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas d'abord un enjeu économique au sens un enjeu financier, mais c'est un enjeu politique au sens du pouvoir qui décide. Alors pourquoi on peut dire ça? Il se trouve que depuis des semaines, on sait que le gouvernement veut mettre en place une réforme des retraites. C'est même plus loin que ça, puisque c'était déjà en 2019 sur la table, et il y avait déjà eu un mouvement social d'ampleur. La réforme qui est prévue cette fois-ci, elle est différente de celle de 2019. La réforme qui est prévue cette fois-ci, elle vise simplement à faire des économies en durcissant les conditions d'accès à la retraite. C'est ce qu'on appelle une réforme paramétrique, parce qu'on ne change pas la structure du système, mais on change quelques paramètres qui permettent de faire des économies à la fin. Alors, quand on dit comme ça, quelques paramètres, ça paraît hyper froid, et c'est très froid, parce que la réalité, c'est que les gens vont vivre plus difficilement et accéder plus difficilement à la retraite. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'on se rend bien compte que les justifications du gouvernement pour la réforme ne tiennent pas la route. Et un des grands acquis du mouvement social, ça a été de mettre en évidence le fait que le gouvernement a menti. Et plus d'une fois pour essayer de vendre sa retraite. Et alors, ça peut paraître excessif de dire ça, mais en réalité, il n'y a pas besoin d'être très radical pour s'en rendre compte. Le Conseil d'orientation des retraites a dit et dit régulièrement dans ses rapports qu'il n'y a pas de problème de financement qui soit très très important pour le niveau des retraites. Ce que dit
le Conseil d'orientation des retraites, qui n'est pas une institution radicale, qui est une institution qui dépend des ministères, qui est relativement indépendante, dans lesquelles on trouve par exemple le patronat. Elle dit que le vrai problème qu'on va avoir dans le futur avec les retraites, c'est le niveau des pensions qui commence à baisser. Et alors c'est très paradoxal, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite, plus en plus de retraités par rapport à la population active, mais le niveau de richesse qu'on consacre au niveau des retraites, lui, aurait tendance à baisser dans le futur. Et ce que nous dit le corps, encore une fois, ce n'est pas des grands radicaux, au contraire, c'est plutôt une institution conservatrice. C'est qu'en fait, cette réforme, elle n'est pas nécessaire d'un point de vue économique, financier, parce qu'il n'y a pas de dérapage des dépenses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gouvernement lui-même dit que l'enjeu, ce n'est pas de sauver le système de retraite. Régulièrement, le gouvernement produit des documents dans lesquels il explique sa politique économique. Et donc, l'année dernière, il a expliqué que sa politique économique consistait à baisser le niveau d'imposition, notamment avec les impôts sur les entreprises, d'ailleurs principalement les impôts sur l'entreprise, la CVAE, mais il y en a aussi d'autres. Et donc, il explique dans ces documents qu'on baisse le niveau d'imposition et que pour financer ce recul de l'imposition, il faut faire des réformes structurelles qui pèsent à la fois sur l'État, les collectivités locales, mais aussi la sécurité sociale. Et dans ces documents, il dit que pour faire ces économies-là, pour payer ces réductions de recettes, on va faire une réforme des retraites. Et donc là, on a, et j'en viens vraiment au point central, on a, même parmi les institutions les plus conservatrices, cette idée que la réforme n'est pas nécessaire. Les gens se disent, mais il y a une réforme qui n'est pas nécessaire, qui va empirer notre vie, et pourtant on l'a fait quand même. Et pourtant, on l'a fait quand même, alors que toutes les études montrent, tous les sondages montrent qu'il y a une grande opposition. C'est quelque chose comme plus de 90% des actifs. Lorsqu'on intègre les retraités, on a toujours quelque chose comme les 2/3, même plus, des gens qui sont contre cette réforme. Et donc on voit bien que notre problème, c'est d'abord un problème politique, pas un problème d'argent. Dans la propagande du gouvernement, il y a un argument qui revient très régulièrement sur cette réforme, et c'est le fameux « de toute façon, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus ». J'aimerais d'ailleurs vous faire réagir sur ce graphique. On voit ce qui se passe au niveau des hommes et des femmes pour l'évolution de l'espérance de vie en fonction du revenu. Donc on voit que dans les deux cas, et encore plus fortement pour les hommes, l'espérance de vie elle augmente beaucoup plus fortement en fonction du revenu. Sur le deuxième, on a un graphique très intéressant qui nous vient des États-Unis. Pareil, on a les hommes et les femmes. Et cette fois, on regarde l'espérance de vie à 50 ans en fonction des tranches de revenus. Quintile, c'est les 20% les plus pauvres, les 20% suivants, etc., jusqu'aux 20% les plus riches. Et ce qu'ils ont fait, qui est très intéressant dans l'étude, ils ont regardé ça sur la génération qui est née en 1930 et la génération qui est née en 1960. En fait, on voit bien qu'au niveau de la population, au global, l'espérance de vie elle a monté, ça on le sait, mais par contre, on s'aperçoit que pour les 40%, voire presque 80% des femmes, l'espérance de vie par génération, elle a plutôt stagné, voire baissé chez les gens qui gagnent le moins d'argent. Donc en fait, si l'espérance de vie augmente, c'est surtout parce que les plus riches, les 20%, les 40% les plus riches, ils arrivent à vivre plus longtemps, mais ce n'est pas du tout le cas des autres, à qui on va demander de travailler plus, sachant qu'ils ont souvent les travaux les plus pénibles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce que disent ces données, c'est que l'espérance de vie augmente, mais pas pour tout le monde de la même façon. Et que pour certaines catégories de personnes, en fonction de certaines périodes, et là, je ne connais pas suffisamment les données pour m'avancer, il arrive que l'espérance de vie recule. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, c'est des données états-uniennes. Aux États-Unis, il y a eu des années où l'espérance de vie moyenne de toute la population a reculé. Donc c'est pour ça que quand il y a toujours des indicateurs macro, il faut toujours voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et l'espérance de vie, c'est comme le PIB. La richesse augmente, mais pas pour tout le monde de la même façon. On sait qu'aujourd'hui, les points de pourcentage de richesse qui augmentent chaque année, ils sont très inégalement répartis, de façon beaucoup plus polarisée pour les plus riches que pour le reste de la population. Sur les questions d'espérance de vie, il y a la même problématique. Il y a un grand indicateur qui est l'espérance de vie, et derrière, il y a l'espérance de vie pour qui, selon quelle partie de la population. Et ce qu'on sait, c'est vrai pour l'espérance de vie, mais aussi pour d'autres indicateurs de santé, c'est que la maladie ne frappe pas du tout au hasard. On a cette croyance populaire selon laquelle, finalement, je suis malade, c'est la faute à pas de chance. Il y a un hasard de la maladie, on est tous égaux face à la maladie. Sauf que ce n'est pas du tout vrai. En réalité,
pour l'espérance de vie comme pour les maladies, ce sont les plus pauvres qui sont les plus touchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on vit dans des conditions, quand on est plus pauvre, qui sont des conditions plus mauvaises, c'est-à-dire qu'on a des logements de moins bonne qualité, ils sont moins bien isolés, le niveau de chauffage est plus ou moins élevé, on est dans des situations de salubrité plus ou moins fortes, on a une alimentation qui est de plus ou moins bonne qualité, on a même des formes d'apprentissage des normes de santé qui sont différentes. Eh bien, entre les classes de population, il y a des inégalités très fortes en termes d'espérance de vie, donc de mortalité, mais aussi de morbidité, c'est-à-dire le nombre de maladies qu'on risque d'avoir au cours de sa vie. Et ça a un nom en sciences sociales, ça s'appelle le gradient social de santé. Plus on est riche, plus on a de chances de rester en bonne santé longtemps et de vivre longtemps. Plus on est pauvre, plus on a de chances d'être malade, et plus on a de chances d'être mort plus tôt que les autres. Et ça, c'est pas lié à des comportements spécifiques, mais c'est lié à, c'est-à-dire cette idée que oui, mais les pauvres, s'ils meurent plus vite, c'est parce que ils se comportent mal. Hein. Ce sont de mauvais citoyens, et donc finalement, tant pis pour eux, mais ils l'ont cherché, quoi. Pas du tout. En fait, tout ça, c'est lié à des phénomènes sociaux qui sont que, voilà, on a certains types d'inégalités qui se cumulent, et donc les inégalités économiques se cumulent avec les inégalités de santé, et on aura peut-être l'occasion de le dire plus tard, ça renforce le scandale qu'il y a autour aujourd'hui du financement de la santé par des complémentaires santé, qui sont des choses qui sont destinées aux plus riches, c'est-à-dire aux moins malades, et les plus malades, ils n'ont pas accès à ces complémentaires parce qu'ils ne peuvent pas se les payer, tout simplement. Donc les inégalités, ici, d'espérance de vie, les inégalités de santé, elles sont très importantes, et ce sont des inégalités qui sont sociales. Et donc, quand on a une réforme des retraites, pour en revenir à ce sujet-là, qui dit aux gens, globalement, vous allez devoir partir 2 ans plus tôt, les gens comprennent ça. C'est-à-dire que probablement que ça va être 2 ans de vie en moins qui vont m'être volés. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans des classes de population pauvres, précaires, et qui ont vécu déjà des inégalités économiques qui font qu'ils ont déjà les retraites les plus mauvaises. Mais c'est rigolo parce que les types de droite, on ne s'entend jamais dire on va faire cette réforme-là, mais que pour les cadres, par exemple. Les cadres, ils vont bosser ils veulent bosser 67 ans aussi, parce qu'ils aiment bien 67 ans maintenant, comme l'Allemagne et compagnie. On ne dit pas pourquoi les cadres jusqu'à 67 ans, c'est rigolo, quoi. Ils ne s'attaquent jamais uniquement à leur électorat, alors que ce serait plus logique par certains côtés, quoi. Mais de ce point de vue-là, les cadres vont déjà travailler jusqu'à 67 ans pour avoir pour avoir une pension complète. Parce qu'eux, ils sont déjà arrivés tard sur le marché du travail, donc pour eux, globalement, passer de 62 à 64, tout ça, c'est presque, c'est très théorique. Parce qu'eux, ils savent qu'ils sont arrivés tard, ils ont fait des études longues. En plus, parfois, il se trouve qu'ils aiment leur métier, ça ne leur pose pas de problème. Pour eux, c'est beaucoup plus théorique. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. On voit que le gouvernement revient tous les 4 ans, 5 ans avec une réforme des retraites qui est censée, non, c'est pour sauver le système. Et comme vous le disiez, c'est pour faire des économies finalement. Alors bon, peu importe. Pourquoi ils reviennent aussi régulièrement sur ce sujet-là? C'est vrai qu'on dirait que c'est un sujet très presque politique, presque un marqueur de « regardez, moi je suis capable de le faire ». On peut poser beaucoup d'hypothèses. Moi, je ne fais pas partie de la classe dirigeante, et donc c'est difficile de savoir qu'est-ce qui les anime. Il y a évidemment tout ce qui relève de l'idéologie, travailler plus pour gagner plus, de la comparaison internationale, parce que dans d'autres pays, on pourrait croire que ça se passe de façon différente, et donc pourquoi nous, Français, on ne travaillerait pas plus? Mais globalement, il y a quand même cette idée de base qui me paraît aussi assez pertinente, c'est que globalement, la sécurité sociale, chaque année, c'est quelque chose comme 550 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'État. Donc c'est des gros sous quand même. Et donc c'est des gros sous, et ça serait encore plus s'il n'y avait pas eu toutes les réformes d'avant. Donc l'un des enjeux, évidemment, c'est de récupérer des sous, tout simplement, et donc de récupérer le pouvoir sur la vie des gens aussi par la même occasion. Parce que quand les gens vont rester plus longtemps au travail, évidemment, on va faire des économies, c'est l'enjeu direct.
alors qu'il n'y en a pas forcément besoin, mais qui fait des économies? C'est le gouvernement, donc c'est ceux qui payent les impôts et qui justement n'en payent plus, donc les fameuses réductions de taxes. Mais aussi, il y a cette idée que finalement, la vie des gens doit se faire encore plus longtemps sous la subordination des employeurs, du marché du travail. Donc c'est aussi cette idée qu'il faut asseoir la domination. Dans ce combat, finalement, les gens pensent souvent aux réformes Juppé de 95, qu'ils ont tendance à présenter comme une victoire, finalement, avec le recul. Vous n'avez pas tout à fait cette vision-là, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de ce moment assez fort de mobilisation contre le pouvoir? Alors, qu'est-ce qui se passe en 95 ? D'abord, pourquoi on compare beaucoup la période actuelle avec la période de 1995, tout simplement parce que 95, dans l'imagerie populaire, c'est la dernière grande victoire, c'est l'une des dernières grandes victoires sur le pouvoir, et c'est une victoire par rapport à une réforme contre les retraites. C'est aussi les plus grandes manifestations depuis les toutes dernières qu'on a eues ces jours-ci. Donc 1995, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement Juppé est élu en 1995, Chirac aussi, sur la thématique de la fracture sociale, et donc on va essayer d'améliorer la vie des gens d'une manière ou d'une autre. Et première chose qu'ils font, c'est le plan de réforme de la sécurité sociale. Dans ce plan de réforme de la sécurité sociale, il y a plein de choses. Ce qu'on a le plus retenu, c'est justement cette réforme des retraites. La réforme des retraites qui est prévue par Juppé en 1995, c'est d'amener le secteur public sur les conditions de départ du secteur privé, qui lui-même avait été réformé en 1993 par Balladur. Et donc, à l'époque, on cotise pendant le temps de cotisation pour les gens, c'était 37 ans et demi. Et donc, l'idée, c'était de l'amener à 40, comme dans le privé. Il y avait cet aspect-là était très combattu. Mais il faut se rappeler aussi qu'il n'y avait pas que ça, il n'y avait pas que ce plan Juppé. À l'époque, il y avait aussi le contrat de plan de la SNCF qui était en question. Ça a été assez oublié. Tous les syndicats à la SNCF sont fortement mobilisés, c'est comme ça qu'on va connaître le fameux Thibault, Bernard Thibault, et ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Et donc il y a déjà des mobilisations très fortes. Là-dessus arrive le plan Juppé, dont cette proposition de réforme des retraites, et donc là il y a une conjonction extraordinaire qui va donner un mouvement qui est un mouvement social extrêmement fort. Et quand je dis extrêmement fort, c'est pas simplement des mobilisations. Les mobilisations dans la rue, avec 1 million, 2 millions de personnes qui défilent, c'est très sympathique. Moi, j'y vais aux manifestations, on croise des gens, on se sent fort, etc., etc. On se dit oui, on va y arriver, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça que les gouvernements cèdent. Les gouvernements cèdent historiquement, les gouvernements cèdent lorsqu'ils sont mis dans l'obligation de le faire. Et pas parce qu'il y a des gens dans la rue, mais parce que le système productif s'arrête. Et il s'arrête parce qu'il y a des grèves. Et 95, c'est ça. C'est pendant 3 semaines, il n'y a vraiment plus de transport. C'est les éboueurs, c'est la RATP, c'est tout un tas de secteurs, principalement du public, très soutenus par le privé, et l'économie s'arrête pendant 3 semaines. Ce qui est énorme. Là, par exemple, ce matin, j'ai pu venir en métro ici sans difficulté. Alors évidemment, il ne s'agit pas de reprocher ça aux travailleurs du métro, mais il s'agit de dire que la comparaison, souvent, elle est quand même assez difficile à mettre en parallèle. Alors peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et avec tout ça, le blocage de l'économie pendant 3 semaines, Juppé cède. Et il cède, mais il cède uniquement sur la question de la réforme des retraites, et il vire le PDG de la SNCF à l'époque. Et donc à ce moment-là, les gens savent que la bataille n'est pas finie, parce qu'il y a d'autres mesures, mais le mouvement s'essouffle, et donc Juppé va pouvoir mettre en place ces autres mesures. Et qu'est-ce que c'est que ces autres mesures ? Ces autres mesures, ce sont celles qui aujourd'hui créent la souffrance et les conditions d'austérité que met en place l'État sur la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe en 95 ? En 1995, les réformes qui vont être adoptées, malgré ce mouvement social, c'est des réformes d'étatisation de la Sécu. La Sécu, historiquement, on pourrait y revenir, c'est une institution, disons, de la démocratie sociale, pour faire simple.
C'est-à-dire que c'est dirigé par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. Et donc, c'est une institution qui est séparée de l'État. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on regarde les comptes publics, c'est séparé. Il y a les comptes de l'État d'un côté et les comptes des institutions de sécurité sociale de l'autre. Et en fait, ce que fait l'État, c'est qu'il veut prendre, et il a toujours voulu le faire, prendre la main sur la sécurité sociale. Et il le fait comment ? À ce moment-là, il va inventer, et déjà par 49.3, par ordonnance, il va inventer la loi de financement de sécurité sociale, les LFSS. Tous les ans, l'Assemblée va désormais voter le budget de la Sécu. Et c'est avec ce genre de choses-là que maintenant, tous les ans, à l'automne, ça se passe à l'automne, le budget de la Sécu est discuté à l'Assemblée et vient cette petite musique de « il y a des déficits, donc il faut faire des réformes ». Et c'est pour ça que tous les ans, à l'automne, ce que font les médias, c'est qu'ils nous racontent qu'il y a des déficits et qu'ils nous disent comment on va faire pour faire des économies. Et ce que fait le gouvernement, c'est qu'il présente des plans d'économie. Plan d'économie, ça veut dire, dans le langage courant, réduction des droits. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est à ce moment-là que ça se fait. Et en quoi c'était important pour eux, justement, de faire cette réforme-là, que ça passe au Parlement ? Bien, parce que jusqu'à présent, justement, et c'est très regretté dès le début, dès l'invention de la Sécu telle qu'on la connaît en 1945, le fait que le gouvernement, via l'Assemblée nationale, mais aussi ses pouvoirs spécifiques, ne puisse pas avoir le contrôle direct sur la Sécu, c'est un problème. C'est un problème parce que ce que veut le gouvernement systématiquement, c'est de maîtriser le niveau des dépenses. Il veut maîtriser quelles sont les politiques publiques qui vont être mises en place ou non. Et à partir du moment où on a une sécurité sociale qui est la chose des intéressés et pas la chose du gouvernement, eh ben, c'est une confrontation de pouvoir. On a un système de double pouvoir. Or, on sait bien que le gouvernement, l'Assemblée nationale en France, elle est très peu représentative socialement de la diversité du pays. Ce sont souvent des gens qui viennent de milieux aisés, des cadres, même beaucoup de propriétaires de capital. Il y a très peu d'ouvriers et d'employés à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Donc la démocratie représentative, jusqu'en 1995, elle est encore beaucoup contestée par une démocratie sociale où cette fois-ci, c'est des syndicalistes qui sont au poste de pouvoir, pas tout seuls. Ils ne décident pas de tout. Mais du coup, vous avez des gens qui viennent de la CGT, de FO, de la CFTC, et CFDT aussi, qui sont dans les postes de pouvoir. C'est une composition sociale qui est différente, des attentes qui sont différentes, et donc le gouvernement qui cherche, depuis le début, à mettre la main sur la Sécu, à faire en sorte que la politique menée par la Sécu, les prestations données par la Sécu, soient à sa main, c'est-à-dire selon ses objectifs à lui, État, gouvernement, il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que tout l'enjeu, c'est d'étatiser la Sécu, de la mettre sous la coupe du gouvernement. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit l'Assemblée nationale qui dirige et qui décide du budget. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe auparavant. Je donne un exemple pour voir à quel point c'est ancré dans les volontés des classes dirigeantes. On est en 1949. En 1949, il y a le premier grand débat sur la sécurité sociale. Alors, c'est un débat qui commence avec une campagne de presse très importante qui dit que quand même la sécurité sociale, ça coûte cher, il y a du déficit, etc., etc. Il y a Le Figaro, par exemple, qui dit que la sécurité sociale, c'est un monstre à 5 pattes qui dévore et allaite ses enfants. Donc c'est des trucs vraiment très violents. Il n'y a pas du tout de grand consensus pour la Sécu. Dès le début, elle est contestée de façon très, très, très violente. Et l'une des critiques qui est portée par les opposants à la Sécu, c'est justement le fait que ça ne soit pas l'État. Et vous avez un député qui est très connu, qui s'appelle Paul Reynaud. Pourquoi il est connu ? Parce que sous la Troisième République, c'était quelqu'un de très important, il était président du Conseil, qui avait critiqué... au moment de la guerre, d'ailleurs, en plus. Bien sûr, qui auparavant, lorsque le mouvement social avait conquis une deuxième journée de repos dans la semaine, il avait critiqué la semaine des 2 dimanches. Il faut voir quel genre de gens c'est. Et donc le gars, il est réélu après la guerre. Et l'une de ses critiques, c'est de dire que lui, il veut que ce ne soit pas la sécurité sociale qui gère le budget de la sécurité sociale, mais l'État. Il demande à ce que ce soit le Parlement qui vote, parce qu'on ne peut pas prélever autant d'argent sur la société et que ce ne soit pas les représentants de la nation, c'est sa conception des représentants de la nation, qui décident. Et donc, le processus d'étatisation, c'est-à-dire de retrait du pouvoir des intéressés eux-mêmes au profit de l'État, c'est un processus très long. Et c'est la première chose qui se passe dans la Sécu. Les premières réformes de la Sécu, ce n'est pas des réformes d'argent, c'est des réformes de pouvoir.
On a 67, peut-être qu'on y reviendra avec De Gaulle, mais on a aussi 95. Création des lois de financement de la sécurité sociale, je l'ai dit. Et c'est dans ces lois où on a le fameux ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, où là, pour le cas de la santé, on va dire, voilà comment va évoluer le budget de la santé dans les hôpitaux, dans la médecine de ville, pour les médicaments, etc. etc. Et donc c'est là où on dit, bon, bah voilà, bah maintenant, on faisait ça, on va plus le faire pour faire des économies, etc. etc. Donc ça, c'est l'ONDAM. Mais il y a plein d'autres choses. Il va y avoir la mise en place de ce qu'on appelle les COG, les contrats d'objectifs et de gestion, c'est-à-dire c'est un contrat qui met en relation l'État, le gouvernement central, hein, et la sécurité sociale. Et ces COG, c'est quoi? C'est l'idée de dire, voilà comment est-ce que la sécurité sociale doit être gérée pour obtenir les financements. Et aujourd'hui, la sécurité sociale, tout le monde s'en rend bien compte tous les jours. On a un problème, on veut appeler, déjà, on a du mal à trouver un numéro de téléphone. Il faut faire des démarches très importantes pour réussir à trouver quelqu'un qui réponde à notre problème. Pourquoi? Parce que grâce à ces COG, l'idée, c'est de réduire le niveau de qualité de service. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de gens pour répondre aux besoins des ayants droit, des gens qui ont besoin d'avoir des réponses. Par exemple, pour la retraite, vous avez la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui dit, étant donné le contrat de gestion que j'ai avec l'État, je dois faire des économies, donc je vais avoir moins de personnel pour moi. Ça veut dire quoi, moins de personnel? Ça veut dire que quand on va appeler pour savoir pourquoi ma retraite elle est comme ci et pas comme ça, il n'y aura personne. Et donc il y a des délais de plus en plus forts pour pouvoir traiter les demandes de prestations des gens. Donc ça c'est à ce moment-là que ça vient. Autre chose très importante, la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, et la création de la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale. À ce moment-là, Juppé continue le mouvement entamé par les autres gouvernements avec lui, qui dit que finalement les cotisations sociales, c'est pas bien, il faut arrêter avec les cotisations sociales, il faut arrêter d'augmenter les cotisations sociales, et lorsque la Sécu est en déficit, lorsque le régime général de sécurité sociale est en déficit, plutôt que d'augmenter le niveau de cotisation pour satisfaire à des besoins qui se sont exprimés, ou plutôt que d'avoir une avance du trésor public, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces déficits dans une caisse de défaisance, et cette caisse, elle va devoir se refinancer sur les marchés financiers. Et donc, c'est à ce moment-là que commence la financiarisation de la dette sociale. Et il faut voir à quel point ce truc-là est incroyable. Plutôt que d'augmenter les cotisations pour financer des prestations, on dit non, on n'augmente pas les cotisations, on va inventer un truc qui s'appelle la CRDS, donc on augmente quand même le taux de prélèvement, mais ce truc-là, il ne va pas financer des prestations, il va financer l'endettement. Et financer l'endettement auprès de qui? Auprès de ces fameux marchés financiers. Tout ça, ça nous coûte un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Donc il y a des estimations qui ont été faites qui montrent que, en passant par les marchés financiers, pour de multiples raisons, mais notamment parce que les taux d'intérêt sont plus élevés que lorsqu'on passe par l'État, en fait, ça coûte extrêmement cher. Et cette opération coûte de l'argent à la Sécu tous les ans. Tous les ans, ça nous coûte de l'argent. On choisit de mettre de l'argent dans des intérêts en financiarisant la dette plutôt qu'en payant directement les prestations aux gens. Ouais, et donc là, les prestations, elles ont été faites et elles ont été payées. Voilà, par exemple, je crois que cette année, les dernières années, on est à quelque chose de l'ordre de 20 milliards d'euros par an. Donc on choisit de mettre 20 milliards d'euros par an là-dessus, la CRDS, plutôt que dans de la prestation. Et donc forcément, vu qu'on ne bouge jamais les déficits parce qu'on décide de ne pas augmenter les cotisations, au contraire, on se passe de ressources, il n'y a aucune raison que le déficit s'arrête. Donc ça, c'est 95 aussi. J'ai une dernière question relative au mouvement social, à l'économiste. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre exemple en disant « Oui, là, moi, j'ai pris métro pour venir, j'ai pas eu trop de soucis, le pays n'est pas paralysé ». On voit qu'il y a une stratégie des syndicats qui est, en effet, il faut faire pression sur le gouvernement, sinon il ne cédera pas, et pour ça, c'est la grève. Donc on demande aux gens finalement de se priver d'argent en disant ça va bloquer le pays, et puis le gouvernement il va céder. Et on voit que ça marche assez peu. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a un peu étonné comme stratégie, parce que les gens ont bien compris à qui ils ont affaire, que Macron n'est pas du tout un homme politique, une espèce de fonctionnaire qui décide d'appliquer les décisions, mais sans cet aspect politique, où un Chirac ou même Hollande aurait peut-être cédé. Et les gens se disent, je ne veux pas perdre de l'argent pour ça, moi. Mais comme le but pour faire cesser le gouvernement, c'est de bloquer l'économie, les syndicats disent, arrêtez de travailler. Mais il y a une autre façon de bloquer l'économie, qui est beaucoup moins douloureuse,
c'est arrêter de consommer. C'est-à-dire aller travailler, puis rentrer chez vous, et puis vous ne dépensez pas l'argent en fait. Hein, vous ne sortez plus, pas de loisirs, faites surtout pas le plein parce que ça donne des taxes à l'État. Faites pas trop de courses, videz vos stocks chez vous. C'est un vrai moyen de pression. Moi, j'entends aucun syndicat qui met ça en avant. Au lieu de dire aux gens, pour faire céder Macron, essayez de perdre de l'argent, puis ça marchera peut-être avec 10% de probabilité. De dire aux gens, gardez l'argent, épargnez au maximum, vous allez voir, ça va faire la même chose, l'économie va être bloquée, il va céder. Pourquoi on ne va pas dans cette piste-là? C'est stupide comme idée? Franchement, j'ai aucune réponse à cette question parce que mais ça marcherait. Ça marcherait, je veux dire. Est-ce qu'on peut bloquer l'économie si on arrête tous de consommer? En fait, est-ce que ça pourrait marcher? Franchement, j'en sais rien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que votre question montre à quel point il est difficile d'organiser une action entre des gens qui sont très éparpillés. La grande force des classes dirigeantes, c'est qu'ils arrivent à s'organiser et donc à contrôler les leviers de pouvoir et à s'organiser pour obtenir ces leviers et ensuite faire ce qu'ils ont envie de faire. La grande difficulté, qui est une difficulté qui est transversale au mouvement ouvrier, par exemple, mais plus largement au mouvement du travail, c'est que vous avez là des millions de gens qui pourraient avoir tendance à être d'accord sur un programme commun, mais qui ont du mal à se coordonner. Et ce que montre cette question, moi je ne sais pas si ça peut marcher ce truc-là, enfin je veux dire d'un point de vue théorique, pourquoi pas, mais comment est-ce qu'on fait en sorte pour coordonner des gens qui sont dispersés face à l'action d'une classe dirigeante qui, elle, est très coordonnée? Historiquement, la réponse à ce truc-là, ça a été les syndicats. Plus tard, les partis politiques, mais d'abord, enfin en tout cas au XIXe siècle, ça a été la construction de syndicats, mais de syndicats particuliers, de syndicats qui avaient conscience du fait qu'il fallait jouer le rapport de force et être dans l'opposition frontale, non seulement au capital et à l'État. C'est ça l'histoire de notre syndicalisme. L'histoire de notre syndicalisme en France, ce n'est pas un syndicalisme de négociation, de compromis. Et c'est pour ça que, évidemment, vous dites que, voilà, j'ai pu venir, enfin c'est moi qui l'ai dit, que j'ai pu venir tranquillement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, la forme du syndicalisme a beaucoup évolué par rapport au syndicalisme qui a pu être efficace à une période. Et je pense que c'est à ça à quoi il faut réfléchir. Est-ce que l'organisation de nos syndicats, elle est aujourd'hui suffisamment cohérente par rapport au type de pouvoir qu'on a? On peut imaginer que c'était cohérent, je sais pas, dans les années du Fordisme, après-guerre, d'avoir un syndicalisme qui était plutôt dans la négociation, d'accord? Ça pouvait avoir du sens. Mais aujourd'hui, on fait face à des gouvernements qui n'ont pas envie de négocier. Au 19e, le syndicalisme est interdit et donc les formes d'action sont beaucoup plus radicales. À partir du 20e, il commence à être autorisé et donc les formes d'action deviennent moins radicales et plus propices à être réappropriées par les pouvoirs. Et c'est peut-être ça qu'il faut remettre en cause. C'est-à-dire que, est-ce que nos syndicats ne sont pas beaucoup trop dans la négociation, pour le dire de façon rapide, mais pour le dire de façon plus réfléchie? Est-ce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes beaucoup trop réappropriés et donc, est-ce qu'ils ne sont pas beaucoup trop dans la logique même du pouvoir, alors qu'ils devraient la contester? Alors, votre livre parle de la bataille de la Sécu, et donc s'intéresse aussi à la façon dont la sécurité sociale a été créée. On va en discuter. Et pour introduire, j'ai envie de vous faire réagir sur cet article de 2021 de l'AFP, des fact-checkers de l'AFP, qui avait sonné une grosse sonnette d'alarme sur la sécurité sociale créée par un ministre communiste. Attention à ce raccourci historique. Cette affirmation est une fiction historique, estiment 3 historiens auprès de l'AFP, car la Sécu est en réalité le fruit d'un consensus entre les différents partis politiques de l'époque. Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, elle est super, cette image et ce document de l'AFP, parce que vraiment, ça permet de réfléchir. Ça permet de réfléchir d'abord ce que ça veut dire que le consensus. Alors évidemment, l'idée derrière, c'est de dire que c'est quand même pas les communistes qui ont créé la Sécu. D'une certaine manière, on peut dire que c'est vrai, mais on peut dire aussi que c'est faux. La question, c'est de voir qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de consensus et de création de la Sécu. Et donc, la première chose qu'on peut dire, c'est sur cette idée de consensus. Alors, parmi les 3 historiens qui sont cités, je me rappelle de cet article, je l'avais lu et je pense que j'avais un peu critiqué. L'un des historiens qui est cité, c'est Bruno Vallat, je pense que c'est l'un des historiens les plus importants de la sécurité sociale aujourd'hui, qui a écrit un bouquin très important que j'invite tout le monde à lire sur l'histoire de la Sécu. Et Bruno Vallat lui-même, dans son livre, il a une version qui est beaucoup plus nuancée que ça.
Pourquoi? Parce que la question, c'est pas de savoir s'il y a du consensus ou du conflit. La question, c'est de savoir sur quoi porte le consensus ou sur quoi porte le conflit. Est-ce que, à la sortie de la guerre, il y a un accord relatif des forces politiques qui gagnent la guerre pour donner plus d'argent à la Sécu? Oui, bien sûr. Je pense que ça, il y a un accord relatif. Il y a des gens qui sont déjà en désaccord. Mais il y a un accord relatif pour donner plus d'argent. Mais dire qu'il faut donner plus d'argent, c'est une seule façon de lire l'histoire. L'autre façon, c'est de s'intéresser à ce qu'est l'originalité de 1945. En 1945, il n'y a pas une création de la sécurité sociale au sens où avant, il n'y avait pas d'institution de protection sociale et après, on a tout créé. Non, il y a déjà des institutions avant. Et pour comprendre en quoi il n'y a pas consensus, il faut comprendre ce qu'il y a avant et pourquoi ce qu'il y a après est radicalement différent et ne peut pas faire l'objet de consensus. Qu'est-ce qu'il y a avant? Avant, il y a tout un tas de lois qui ont été créées surtout à partir de la fin du XXe, un tout petit peu, le début du XXe, un tout petit peu la fin du XIXe. C'est plein de lois séparées sur les différents grands risques sociaux. La première, qui est la plus connue, c'est la loi sur les accidents du travail, qui date de 1889 ou 98. Peut-être que j'inverse le 8 et le 9, il faudra vérifier. La deuxième, c'est des lois sur justement les retraites et le système d'assurance maladie. Là, c'est 1928-1930. Troisième, les allocations familiales, en 1932. Donc ça, c'est un processus historique lent. Donc il existe déjà des institutions. Quelle est la caractéristique de ces institutions? La caractéristique principale de ces institutions, c'est qu'elles sont dirigées par des classes dominantes. Elles ne sont pas dirigées par les gens qui en bénéficient. Les lois sur les accidents du travail, c'est quoi? C'est l'idée de dire que s'il y a un accident du travail, eh bien, on a mis de l'argent dans une caisse pour pouvoir rembourser et les soins et l'ensemble des coûts qui peuvent être liés à l'accident du travail pour le travailleur qui est là. Mais ce n'est pas le travailleur, ce n'est pas des caisses qui sont gérées par les travailleurs. Ce sont des caisses qui sont gérées par le patronat avec des assurances à but lucratif. Et donc dès le début, évidemment, c'est une grande loi très importante, mais dès le début, il y a cette idée que c'est quand même un peu paternaliste de faire gérer ces caisses par des gens qui n'en sont pas les bénéficiaires et qui auraient même plutôt tendance à être moins généreux que si c'était les ouvriers qui sont, eux, les victimes des accidents du travail. Pour la santé et les retraites, les assurances sociales de 1928-1930, il y a deux lois, 1928-1930, c'est la même chose. Ce sont deux premières lois très importantes qui vont généraliser à tous les travailleurs salariés la cotisation pour financer des dépenses de soins et les retraites. Mais c'est dirigé par qui? Politiquement. Mon bouquin, il parle beaucoup, peut-être même que de ça, finalement, du pouvoir politique sur les institutions de la protection sociale. En fait, c'est dirigé principalement par les mutualistes. Les mutualistes, la mutualité, à l'époque, la mutualité française, la Fédération nationale de la mutualité française, créée en 1902, c'est l'institution qui va gérer ce truc-là. Et cette mutualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont globalement des notables. Là encore, ce sont des gens qui font partie de couches de la population plutôt favorisées, qui vont organiser dans les mutuelles la protection pour des ouvriers. Et ça va être le lieu aussi de fort paternalisme social, où l'histoire de la mutualité, il y a une histoire bien sûr glorieuse, on pourrait y revenir de la mutualité, mais il y a aussi une histoire très paternaliste de la mutualité, où les mutualistes se cotisent pour qu'on donne aux ouvriers pas contents quelques sous pour pas qu'ils se révoltent trop. Et quand bien même on leur donne quelque chose, on va toujours vérifier s'ils sont de suffisamment bons pauvres pour accéder aux droits, par exemple, quand vous êtes malade, où on va se poser la question, mais est-ce que vous êtes un bon cotisant? Est-ce que vous êtes un bon père, un bon citoyen? Et donc, il y a vraiment cet enjeu de paternalisme social. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, la CGT est complètement contre ces lois-là. Elle est aussi contre parce que c'est la retraite à 65 ans, alors que les gens sont morts depuis longtemps, les ouvriers. Et enfin, les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est un outil de division qui est aux mains du patronat. Division entre qui? Entre les différentes parties du salariat. Et l'allocation familiale, c'est ce qui permet d'augmenter les revenus de certains ouvriers plutôt que d'autres, et de comme ça faire du dumping social. Plus les taux de cotisation sont différents entre les entreprises. Et donc, toutes ces lois, elles sont aux mains et au service des gens qui les dirigent, c'est les classes sociales dominantes. Le régime général de sécurité sociale, qui est créé par les ordonnances donc, de 1945, ce qu'il invente, ce n'est pas la sécurité sociale, c'est le fait que les institutions de sécurité sociale, qui existaient auparavant, elles vont être rassemblées dans une caisse unique, et que le pouvoir sur cette caisse
ce ne sera pas un pouvoir pour des classes sociales dominantes, mais ce sera un pouvoir pour les intéressés eux-mêmes. Et 75% des travailleurs seront élus dans les conseils d'administration au niveau local, régional et national. Et donc, c'est les intéressés eux-mêmes qui vont diriger. Et ça, évidemment, ça fait l'objet de conflits. Les autres forces sociales ne sont pas d'accord. Et c'est évident qu'elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles perdent la source de leur pouvoir. Et dès le début, et ça, c'est, encore une fois, c'est le gars qui est cité le collègue qui est cité dans cet article le dit très bien dans son livre. Et globalement, je veux dire, tous les historiens le disent. En 1945, il n'y a pas de conflit sur le fait de donner plus d'argent, il y a un conflit sur le fait de comment on gère la Sécu, comment on organise la Sécu. La CGT veut que ce soit un principe mutualiste. Une personne, une voix. Elle perd. Ce n'est pas une personne, une voix, auquel cas il aurait eu quasiment 100% des sièges. C'est 75% pour les salariés, 25% pour le patronat. Donc non seulement il y a du conflit, mais il y a déjà des défaites. Et c'est effectivement un conflit monstrueux. Les mutualistes, ils n'en veulent pas de la Sécu. C'est normal qu'ils n'en veulent pas. La Sécu, ça veut dire la destruction de la mutualité. Et donc, ils n'en veulent pas, ils s'opposent, et ils obtiennent quelque chose. Du point de vue des soins, le remboursement, ce ne sera pas 100% du remboursement, ce sera 80%. Ce qui laisse 20% pour ce qu'on appelle aujourd'hui le ticket modérateur. On appelle déjà à l'époque le ticket modérateur, qui sera remboursé par les mutuelles. Les mutuelles, elles obtiennent, ça c'est avec la loi dite loi Maurice, elles obtiennent la possibilité de gérer certaines caisses au nom de la Sécu. Et notamment, les caisses de fonctionnaires, elles sont gérées par des institutions mutualistes. Donc les mutuelles sont contre, elles s'opposent, elles gagnent déjà des choses par rapport au principe. Les associations familialistes, le patronat, ils sont contre le principe de la sécurité sociale parce qu'ils perdent leur pouvoir. Et donc, ce qu'ils obtiennent, eux, c'est que plutôt que d'avoir un régime unique dans cette commission des Lépines, ils obtiennent le principe de séparation. D'un côté, retraite santé, de l'autre côté, allocation familiale. Aujourd'hui, nous on se dit l'allocation familiale, il exagère, lui, c'est presque rien, ça ne représente rien. Sauf qu'à l'époque, l'essentiel des dépenses, c'est les allocations familiales, pas la retraite et la santé. On pourrait prendre d'autres acteurs, par exemple les médecins. Les médecins, ils n'en veulent pas de la Sécu. Ils n'en veulent tellement pas qu'il n'y a pas de tarif opposable en France jusque dans les années 60. Donc la Sécu, c'est un truc extrêmement conflictuel. Et ce qui rend possible le 45, c'est évidemment toutes les luttes qui sont menées par les communistes, bien sûr, mais aussi par la CGT. Donc on voit bien que cette idée selon laquelle c'est un grand consensus, c'est pas vrai. D'ailleurs, il faut réfléchir au lien entre la guerre et la création de la sécurité sociale en 45. Enfin, la création, pas la création, mais la création du régime général de sécurité sociale en 45. C'est pas un hasard si c'est après 45. Les besoins d'une augmentation de la protection sociale en France, ils sont pas nuls en 1939, en 1938, en 1937. Sauf que c'est pas à ces moments-là qu'il est créé ce régime général de sécurité sociale. C'est pas parce que les gens n'ont pas cette idée, pas du tout. La CGT, elle réclame le contrôle des caisses de sécurité sociale depuis longtemps. Elle s'oppose à ces caisses, initialement. Et dans son opposition, elle demande si on les laisse quand même, on veut les diriger nous-mêmes, pour ne pas être victime du paternalisme patronal ou mutualiste. Et donc on aurait pu faire ces réformes avant, sauf qu'on ne les fait pas avant. Pourquoi ? Eh bien pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va changer les conditions de possibilité de faire des réformes ou non, c'est la guerre. D'un point de vue social, la guerre, ce n'est pas une parenthèse. Elle fonde un nouvel ordre. Et donc là, quand on va regarder du côté de ce que font certains politistes, certains historiens, ils insistent sur le fait que la guerre, justement, ce n'est pas une parenthèse, ça change l'organisation de la société. Ce qui était impossible auparavant devient possible. Dire que la sécurité sociale en 1945, c'est le produit du compromis, du consensus, c'est oublier qu'il y a eu une guerre avant. Les idées, elles ne sont pas fondamentalement différentes en 1945 et en 1939. Ce qui change, c'est le rapport de force. Ce qui change, c'est l'état de la société. Et donc c'est pour ça que dans le bouquin, j'insiste beaucoup sur le fait que l'état social en France naît de la guerre totale. Il n'est pas de la bienveillance des classes dirigeantes. Et justement, les besoins, évidemment, ils existaient tout autant avant, tout autant quand même, pratiquement autant avant la guerre. Quels ont été les effets positifs de la sécurité sociale quand elle a été créée ? Ça a donné quoi en plus aux gens, pour qu'on se rappelle bien ? Beaucoup de choses. Alors, d'abord, la sécurité sociale, comme je le disais tout à l'heure, initialement, la plus grande masse, je parle de 1945, on pourrait parler des périodes précédentes. En
en 1945, la sécurité sociale, les taux de cotisation augmentent, ce qui permet d'être plus généreux dans les prestations. Et comme c'est dirigé par des ouvriers qui voient d'autres ouvriers, eh bien, il n'y a pas de ce paternalisme social qui fait qu'on va essayer de vérifier si la personne qui vient est un bon pauvre ou un bon citoyen. Donc il va y avoir une facilité plus grande à accéder aux prestations. Du point de vue des allocations familiales, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant la guerre, pendant toute la période de la guerre, et même jusqu'à après la guerre, le niveau des salaires est contrôlé par les préfets. Les allocations familiales et l'augmentation importante des allocations familiales, c'est un moyen pour le ministre Croizat, donc le ministre communiste de Croizat, d'augmenter les salaires, alors que les autres ministres n'en veulent pas de cette augmentation des salaires. Là aussi, il y a plein d'études qui montrent que effectivement, les salaires sont bloqués par le fait qu'ils sont décidés au niveau des préfets, que vous pouvez bien manifester, en fait, c'est pas vous qui décidez. Et donc, l'augmentation des allocations, c'est un moyen de contourner cette réglementation jusqu'au moment où il va être possible à nouveau de renégocier les salaires en dehors du pouvoir politique. La sécurité sociale en 1945, elle facilite les conditions d'entrée, les conditions pour obtenir les droits. C'est-à-dire que avant de pouvoir bénéficier des prestations, il faut avoir cotisé un certain nombre de temps. Eh bien, ce temps de cotisation, il est largement réduit. Auparavant, il fallait avoir cotisé presque plusieurs mois pour pouvoir avoir le droit aux prestations. Désormais, il suffit d'avoir cotisé plusieurs semaines. Dans une situation de guerre, de pénurie, avoir cotisé plusieurs mois, c'est très restrictif. Et donc, ça facilite l'accès aux prestations. Le niveau des prestations est élevé. C'est-à-dire, on rembourse mieux, par exemple, les soins. On décide de mieux rembourser les soins. Ils étaient passés pendant la guerre à moins de 70% du prix administré. On repasse à 80%. C'est toujours pas 100%, mais c'est mieux. Donc, il y a beaucoup plus, un accès qui est beaucoup plus facilité aux prestations, qui est beaucoup plus généreux. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, comme ce sont les ouvriers eux-mêmes, enfin en tout cas les intéressés eux-mêmes, la plupart du temps c'est les ouvriers, aujourd'hui ça a changé puisque la composition sociale des cotisants a changé. Mais à l'époque c'est essentiellement des ouvriers. Les ouvriers cotisent et dirigent, ils ont la capacité d'avoir le choix d'utilisation d'une partie de l'argent pour des œuvres sociales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'essentiel des prestations, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Parce que les prestations, elles sont décidées au niveau de l'État. Tout un tas de prestations, de niveaux de prestations sont décidés par l'État. Donc les marges de manœuvre ne sont pas complètes. 1945, ce n'est pas le pouvoir total aux intéressés. L'État reste très important et il empêche de faire certaines choses. Néanmoins, il y a une partie de l'argent des caisses au niveau local qui est ouvert pour l'utilisation en termes d'œuvres sociales. On appelle ça comme ça à l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils utilisent cet argent, chacun dans les caisses locales, comme ils l'entendent. En fait, ils vont faciliter la vie des autres ouvriers. Par exemple, en finançant les vacances des enfants, en finançant des prestations qui sont jugées nécessaires à un niveau local. Un des grands exemples sur lesquels j'ai un tout petit peu travaillé, c'est le financement des centres de santé. Je l'ai dit tout à l'heure, les médecins qui se sont organisés dans le libéralisme médical, ils sont contre la Sécu. Ils ne veulent pas entendre parler de la Sécu, ils ne veulent pas négocier les prix avec la Sécu. Alors, quelle va être la réponse de ces caisses de Sécu dirigées par des ouvriers ? Ils veulent des soins. Et donc, ils veulent organiser des soins. Et ils trouvent d'autres médecins minoritaires qui sont d'accord pour s'organiser dans des centres de santé. Et déjà, avant-guerre, ça existait. Ça va être beaucoup plus développé après-guerre. La sécurité sociale va aider au développement de ces centres de santé. Donc, les caisses, au niveau local, elles vont avoir ce pouvoir de valoriser certaines formes d'organisation de la production des soins. Et ça, c'est possible parce que c'est les ouvriers qui décident. Alors que, au niveau de l'État, au niveau des ministères, il y a une forte accointance avec le libéralisme médical. Et ce qui est important, ce n'est pas l'accès aux soins, c'est de ne pas se fâcher avec les médecins. Et donc on voit bien que même si le pouvoir n'est pas total, parce qu'effectivement il n'est pas total le pouvoir dans les caisses, ce n'est pas un nirvana, c'est 45. C'est un moment d'un long processus de prise en main de la sécurité sociale par les intéressés. Et donc il y a encore des contraintes, des conflits qui font qu'ils n'ont pas tout le pouvoir. Mais le peu de pouvoir qu'ils ont, ils changent la vie.
Alors justement, on voit dans vos exemples des arguments qui s'élevaient et qui rappellent les arguments qu'on voit actuellement. Et dans votre livre, vous montrez en effet que ce qu'on entend dans la propagande habituelle un peu contre la Sécu, ça n'a pas beaucoup changé. Et justement, vous détaillez ce qui s'est passé en 1949, déjà avec les arguments qui étaient opposés à peine 4 années après la fondation de la Sécurité sociale. Et ça pourrait être intéressant peut-être de rappeler et de les démonter finalement, ces arguments. Le premier qui était mis en avant contre la Sécu, c'était déjà le vieillissement de la population en 1949. Ah oui, ça, c'est incroyable. Alors, il faut dire que c'est un argument minoritaire, mais c'est incroyable. Il y a ce fameux député, Paul Reynaud, ancien président du Conseil, qui explique que de plus en plus, le type de travail change. On utilise moins les muscles, on utilise plus le cerveau. Et donc, il va y avoir des gains d'espérance de vie. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une retraite à 65 ans. Alors qu'à ce moment-là, déjà... 67, et oui, il parle de 67 ans. Oui, ouais. 67 ans, pardon. Et alors qu'à ce moment-là... En fait, très peu de gens bénéficient, ne serait-ce que bénéficier de la retraite, parce que c'est une institution récente et l'espérance de vie, elle est bien en deçà de ça pour les ouvriers qui sont les principaux bénéficiaires. On met en avant aussi les fraudes et les abus. Bien sûr. Et donc là, c'est tout de suite cette idée de dire que forcément, à partir du moment où les ouvriers ont des droits, ils vont en abuser. Et donc, ils vont aller chez le médecin de façon excessive. Le médecin va prescrire de façon excessive. Et ça va réduire la productivité dans les entreprises. Hein. Et donc, on propose tout de suite déjà de dérembourser le petit risque. François Fillon, lorsqu'il était candidat à la présidentielle, il disait ça. Il disait il faut dérembourser le petit risque. Bienvenue en 49, François Fillon. En fait, la fraude, ça existe. Aujourd'hui, la fraude aux prestations est estimée à peut-être 3-4 milliards d'euros par an. Il faut rappeler qu'il y a une fraude aux cotisations de la sécurité sociale par le travail au noir qui représente une vingtaine de milliards. Et que la fraude fiscale est de 50, 75, 100 milliards, on sait pas trop. Enfin, on voit que, évidemment, on parle beaucoup d'abus réels, mais qui sont quand même très limités par rapport à l'ensemble, peut-être 1-2% des prestations. Hein, c'est pas beaucoup plus. Bien sûr. Et par exemple, pour le cas de la santé, l'assurance maladie sort régulièrement des rapports sur la fraude qui a été contrôlée. Donc, ce n'est pas une estimation de la fraude qui peut exister, mais ce qui contrôle. Et ce qui contrôle, donc, c'est aux alentours de 350 millions de redressements. Et en fait, 20%, c'est les bénéficiaires. 80% de la fraude, c'est les professionnels. Hein, donc cette idée que... les entreprises, quoi. Alors là, pour le coup, l'assurance maladie, c'est même pas les entreprises. Oui, pardon. C'est les professionnels, c'est les soignants. Donc ça reste des entreprises d'un point de vue juridique, mais là, ce dont je parle, c'est effectivement la fraude que relève l'assurance maladie. Pas toute la Sécu, juste l'assurance maladie. Donc le dernier rapport que j'ai vu, c'était aux alentours de 350 millions. 20% seulement les bénéficiaires. Un autre argument en 1949, c'est évidemment l'État ou la structure et la Sécu, c'est mauvais gestionnaire, en fait. Exactement. Et donc, par exemple, on va reprocher à la sécurité sociale sa politique des châteaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sécurité sociale, vu qu'elle unifie tout un truc qui existait auparavant, elle a besoin de locaux pour le faire, pour travailler. Et donc, elle va chercher à avoir des emplacements, des bureaux. Et alors, contre toute évidence réelle, hein, on va reprocher à la sécurité sociale de vouloir acheter des châteaux et d'être dans une logique patrimoniale. Enfin, c'est un des exemples, et il y en aurait 1000 où vous avez des députés qui disent que la Sécu, quand même, elle abuse, c'est mal géré. Et donc, effectivement, qui est mieux géré que la Sécu ? Les complémentaires. Il y a un autre argument, étonnant à l'époque aussi, c'est la mondialisation. Non, c'est une charge pour les entreprises, ça va être désavantagé, c'est pas possible, on peut pas se le permettre. Alors celui-là est extraordinaire parce qu'il montre à quel point il y a aussi une forme de lucidité dans les classes dirigeantes. Alors je donne ce qu'ils disent. Par exemple, il y en a un, donc le fameux Paul Reynaud, il dit, vous vous rendez compte, c'est très bien de se contempler, mais c'est encore mieux de se comparer. Et comment on fait dans la compétition internationale quand les ouvriers japonais, à l'époque c'est japonais, c'est pas chinois, quand les ouvriers japonais se nourrissent d'un bol de riz comme leurs ancêtres. Nous, on ne peut pas se la payer, la Sécu, parce qu'on est en concurrence avec ces gens-là, vous vous rendez bien compte. Donc les droits ici, ils vont à l'encontre de la possibilité d'être en concurrence avec des entreprises de là-bas. Un autre cas, un autre député, je crois que c'est Pierre André qui s'appelle, aussi un député de droite, qui dit « Mais vous qui voulez la construction européenne, quand on sera en concurrence avec les Portugais et les Espagnols, eh bien nos entreprises qui payent les charges les plus lourdes du monde, elles ne pourront pas survivre. » Donc pourquoi ça montre une extrême lucidité de nos politiciens ? C'est parce qu'en fait, ils préviennent sur ce qu'ils sont en train de construire. Ils sont en train de construire, ils n'ont pas encore réussi à le construire, mais ils veulent construire des marchés dits libres, ils veulent construire du libre-échange. Pourquoi ? Parce que ça permet de réduire le niveau des prestations sociales. Sauf qu'à ce moment-là, ce n'est pas encore fait. Donc à ce moment-là, évidemment, la réponse
parce qu'il y a de la conflictualité dans l'Assemblée et à l'extérieur de l'Assemblée, la réponse est l'augmentation des taux de cotisation. Mais entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, ils ont construit les institutions du libre-échange et de la difficulté réelle des entreprises face aux autres entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères. Si on parcourt un peu le fil du temps, après, il y a un argument aussi qui revient souvent, c'est le fameux trou de la sécurité sociale. Et avant que vous nous expliquiez un peu d'où ça vient, il m'a semblé intéressant aussi de vous montrer peut-être ce que ça donne au niveau des chiffres de la sécurité sociale, ou en tout cas de la protection sociale en France. Donc on voit ici l'ensemble des comptes de la protection sociale, donc c'est la santé, c'est aussi la retraite, c'est tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle le déficit au sens de Maastricht. Donc on est sur 25% à peu près ici du PIB en dépenses et recettes pour ces parties-là. Donc on voit la courbe des dépenses en rouge, la courbe des recettes en bleu. J'ai justement voulu vous la mettre à l'échelle pour qu'on perçoive bien. Donc on voit que parfois il y a des déficits et parfois, un peu plus rarement, il y a des petits excédents, mais on voit quand même que les dépenses et les recettes sont extrêmement proches en termes de valeur, parce que les dépenses de sécurité sociale, de protection sociale sont très importantes en France. Donc quand on entend il y a un déficit de 5, de 10 milliards, on dit c'est énorme, 10 milliards, enfin sur un ensemble qui est gigantesque. Pour bien percevoir, je vous ai fait la même chose sur les dépenses et les recettes de l'État. On voit ici un vrai écart entre des recettes et des dépenses qui sont très importantes. Et on voit que le déficit de l'État est surtout lié à une baisse principalement des recettes. Maintenant, si on revient sur la sécurité sociale, ce qui est intéressant finalement, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a un déficit. Enfin, bon, si on voulait le combler, ce n'est pas très très c'est relativement absorbable quand on voit ces faibles écarts. Alors, pourquoi on a cette mythologie finalement du trou de la Sécu? Ça vient de quand et pourquoi ça perdure? L'idée du trou de la Sécu, ce concept trou de la Sécu, c'est un collègue sociologue qui s'appelle Duval qui avait écrit un bouquin là-dessus, le mythe du trou de la Sécu, et ce qu'il dit, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que le trou de la Sécu, c'est un agenda politique. C'est pas une réalité statistique. L'idée de trou de la Sécu, c'est quoi? C'est de mettre en ordre de bataille les chiffres, en ordre de bataille les mots, pour faire accepter l'idée sur laquelle la Sécu est mal gérée. On dépense trop et donc il faut faire des économies. Donc ça, c'est vraiment ce que c'est que le trou de la Sécu en tant que concept dans la vie publique. Non, ce qui est intéressant, justement, ça me semble fort comme idée, ce côté, c'est pour construire, c'est pour dire c'est mal géré. Parce que par rapport à ce que je vous ai montré, moi, j'ai jamais entendu un politicien qui parle du trou de l'État. Oui, voilà, parce qu'ils le gèrent, pourtant c'est eux qui le gèrent. Ils ne disent pas il y a un gros trou de l'État, on se demande comment ça arrive. On voit très bien que, voilà, on ne va pas le commenter parce que ce n'est pas l'objet de parler de l'État, mais c'est intéressant de dire tiens, c'est vrai que j'ai un trou de la Sécu, mais je n'ai jamais entendu parler du trou de l'État, alors qu'il est gigantesque. Il y a 3 000 milliards de déficit sur l'État au total, alors que c'est beaucoup moins sur la protection sociale. Donc on voit que les mots ont un sens aussi en termes de propagande pour faire rentrer de façon un peu inconsciente des choses dans la tête. Mais vraiment, cette idée, voilà, c'est que le trou de la Sécu, c'est un agenda politique. Il faut réformer la Sécu, étant donné que réformer la Sécu, ça veut dire forcément baisser le niveau des droits plutôt que d'augmenter les cotisations. Et c'est ça l'enjeu. Parce que d'un point de vue purement comptable, on voit effectivement, des fois, il y a un solde positif et des fois, il y a un solde négatif. Quand c'est négatif, c'est qu'il y a un déficit de la Sécu. Sauf que dans le débat public, quand il y a un déficit de la Sécu, eh bien, plutôt que d'imaginer ne serait-ce qu'une seule seconde d'augmenter le taux de cotisation, ou les impôts, puisqu'aujourd'hui la Sécu est beaucoup financée par les impôts, on dit non, pas du tout, c'est inimaginable. Ce qu'il faut faire par contre, c'est baisser les dépenses. Parce qu'il y a cette idée que on ne peut plus augmenter les niveaux de cotisation, alors qu'on voit très bien que les enjeux ne sont pas très importants. Ça nécessiterait de très faibles augmentations de niveau de cotisation pour arriver à l'équilibre. La distinction entre l'État et la Sécu, je trouve qu'elle est très importante. C'est pas anecdotique. Quand on parle du déficit public, de la dette publique, dans l'esprit des gens, on a tendance à tout mélanger. En fait, quand on dit souvent la dette publique, ce que ça veut dire d'un point de vue comptable, c'est que c'est la dette de toutes les institutions, les administrations publiques. C'est comme ça qu'on dit dans la comptabilité nationale. Et donc les principales... il y a trois grands types d'administrations publiques. L'État, ce qu'on appelle dans le langage comptable les administrations publiques centrales, les collectivités locales, ce qu'on appelle les administrations publiques locales, et la Sécu, ce qu'on appelle les administrations de sécurité sociale.
Alors déjà, c'est intéressant de voir que le fait que la Sécu n'est pas l'État, il y a un héritage, et notamment l'héritage dans la comptabilité nationale. Ce sont des comptes qui sont séparés. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on regarde qui fait l'endettement public, en fait, c'est d'abord un endettement étatique. Plus de 80% de l'endettement public, c'est de l'endettement étatique. Si on dit que le public, c'est l'État plus les collectivités plus la Sécu, globalement, je crois qu'on est aux alentours de 3 000 milliards d'endettement maintenant. Et l'essentiel de ces 3 000 milliards d'endettement, c'est l'État. Ce n'est pas la Sécu. La Sécu, les collectivités locales, elles sont aux alentours de 10% de l'endettement total. Et c'est même pire que ça. Parce que là, on se dit qu'effectivement, la dette de la Sécu par rapport à l'État, c'est quand même beaucoup moins. Donc, ça relativise les problèmes de gestion de la Sécu. Mais on pourrait même aller plus loin. C'est qu'il y a des niveaux d'endettement qui sont différents, alors que les budgets sont aussi différents. Le budget de la Sécu est bien supérieur au budget de l'État. Globalement, 50% de la dette, c'est le budget annuel de la Sécu. Donc le budget annuel de la Sécu, ça doit être quelque chose comme 550 milliards d'euros, les administrations de sécurité sociale. La dette, c'est 300 milliards. C'est comme si, je ne sais pas, vous, moi, n'importe qui, on a endetté pour un logement. C'est-à-dire que le revenu annuel, la moitié du revenu annuel, ça couvre le coût du logement. On serait très heureux de vivre dans une situation comme ça. Les gens qui sont endettés, ils savent très bien que quand ils sont endettés, ils ne sont pas endettés d'un demi-revenu annuel. Ils sont endettés de beaucoup plus. L'État, c'est différent. Les recettes de l'État, tous les ans, je crois que c'est aux alentours de 300 milliards, il faudrait vérifier, donc c'est moins que la Sécu. Sauf que là, pour le coup, le multiplicateur, c'est 8. C'est 8 années à peu près. Oui, voilà, 8 années de revenus. Donc c'est beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable, c'est très difficile, mais il faut être capable de relativiser ces déficits qui ont l'air d'être monstrueux, parce qu'évidemment, on parle de milliards. Mais des milliards, dans la vie de tout le monde, c'est énorme, mais dans la vie de la Sécu, c'est relativement faible. Et après, il faut se demander d'où viennent ces déficits. Et là, ce qu'on voit, par exemple, sur ce graphique, c'est que l'un des moments où il y a un écart le plus important, c'est aux alentours de 2008. Et alors, c'est facile, entre 2008 et 2009, le déficit de la Sécu, du régime général de la sécurité sociale, double. Entre 2008 et 2009. 2 fois plus de déficit. Et alors, on pourrait se poser la question, si on prend les hypothèses habituelles, est-ce que c'est parce qu'il y a 2 fois plus de malades ? Non, il n'y a pas de pandémie cette année-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a 2 fois plus de vieux qui viennent d'une année sur l'autre ? Et donc plus de retraites ? Pas du tout. 2 fois plus de fraude ? Pas du tout. Non, qu'est-ce qui se passe entre 2008 et 2009 ? On se prend la crise des subprimes qui vient des États-Unis, et donc crise économique majeure, et donc baisse des recettes qui sont liées à cette crise économique. Et donc s'il y a un doublement du déficit de la Sécu entre 2008 et 2009, on passe à peu près de 10 milliards à 20 milliards. C'est pas parce que la Sécu est mal gérée, c'est parce qu'elle joue son rôle de stabilisateur automatique. C'est-à-dire que dans les situations de crise, heureusement que la Sécu est là pour continuer à payer les prestations alors que le climat économique est moins bon. Donc c'est exactement la même chose qui se passe pendant la pandémie. Heureusement que la Sécu a été là pour continuer à verser le chômage partiel des gens, si on a une vision large de la Sécu, pour continuer à verser des prestations de santé. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé ? Il y aurait eu évidemment des conditions beaucoup plus graves de vie pour la plupart des gens. Donc, non, le déficit de la Sécu n'est pas quelque chose d'absolument dramatique. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis. Il faut toujours essayer de prendre des références qui sont des références, d'acteurs qui sont non soupçonnables de radicalité. Qui dit que la sécurité sociale, c'est un bon placement ? C'est les agences de notation, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, une partie de la dette... Enfin non, la dette de la Sécu, elle est financiarisée. C'est-à-dire que la CADES émet des titres qui sont achetés par les marchés financiers. Et comme tous les titres qui sont émis, ils sont évalués, ils sont notés pour savoir, pour dire aux investisseurs, enfin ceux qu'on appelle les investisseurs, voilà, est-ce que vous allez être remboursé, est-ce que vous allez bien remboursé ? En fait, les titres de la CADES sont extrêmement bien notés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont assis sur la CRDS, et plus globalement, la sécurité sociale, c'est assis sur tous les salaires. C'est assis sur de l'imposition. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et c'est pour ça qu'il faut s'étonner du fait que quelque chose qui marche extrêmement bien, on est en train de le détricoter pour mettre en place de nouvelles formes de financement, notamment par l'endettement, par le recours au privé. Et pourquoi ils ont fait cette financiarisation alors ?
Encore une fois, moi, la seule hypothèse qui me semble acceptable, c'est que c'est des jeux d'intérêts. La financiarisation, elle sert certains types d'intérêts. Les intérêts de ceux qui ont envie de dire tous les ans que la sécurité sociale, ça coûte cher. Et donc, on met la dette dans une structure pour faire... donc là, c'est une citation d'un article de Benjamin Lemoine, dans lequel il explique qu'à la naissance de la CADES, l'un des enjeux pour le pouvoir, c'est faire la pédagogie de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens sachent que si ça coûte, c'est parce que c'est mal géré. Et donc, il faut qu'ils acceptent les réformes difficiles. C'est pour ça qu'avoir une CADES, un niveau d'endettement important, ça permet de dire aux gens, mais vous voyez, on ne peut pas se le payer, ça coûte cher. Ça veut dire aussi finalement aller mettre votre épargne sur la sécurité sociale. Alors c'est indirect, c'est plutôt par les investisseurs, mais au final, ça veut dire que l'épargne des gens s'investit sur la dette et est rémunérée. Donc on dit finalement aux gens qui ont de l'argent, allez prêter de l'argent à la sécurité sociale, ça va vous rapporter des intérêts. Alors l'épargne des gens, c'est comme l'augmentation de l'espérance de vie. Elle augmente, mais pas pour tout le monde. L'épargne, c'est pas tout le monde. Ça veut dire que l'épargne des plus riches, qu'ils ont réussi à se constituer parce qu'il y a une baisse des prélèvements obligatoires, alors ils peuvent l'investir notamment dans ce type de produits qui sont les produits de sécurité sociale. Et il faut bien voir la logique, comment ça marche. On réduit le niveau des prélèvements obligatoires, les impôts, les cotisations, etc., etc. Ce qui fait que ça augmente le niveau des inégalités, parce que cette réduction, elle ne se transforme pas en augmentation de salaire. Elle se répercute en augmentation du niveau des égalités. Et donc vous avez des gens qui ont des fonds de plus en plus importants, parce qu'ils payent moins d'impôts. Qu'est-ce qu'ils en font? Justement, ils l'investissent dans la dette de la Sécu. Et donc ils gagnent sur les deux coups. C'est incroyable quand même. Et donc, encore une fois, notre enjeu, pour des gens qui contestent ce modèle, c'est pas de se dire on pourrait faire autrement. C'est évident qu'on pourrait faire autrement. Mais c'est pourquoi on n'a pas les moyens politiques d'imposer un système qui a marché par le passé. Et on n'a pas les moyens politiques de le faire parce qu'on a viré les intéressés de la Sécu. On a réussi à complètement techniciser la sécurité sociale, et, en règle générale, les politiques publiques. Mais l'idée de dire que en fait, les citoyens, à la limite, ils peuvent voter une fois tous les 5 ans, mais s'intéresser concrètement à comment se fait la politique sociale, ce n'est pas leur sujet. Et donc, quand on évince les gens des décisions économiques, des décisions politiques, forcément, ils sont moins au courant de ce qui se passe. Et donc, c'est plus facile de mettre en place ce genre de truc. Par exemple, on pourrait parler aussi du fonctionnement des cliniques privées, de l'industrie pharmaceutique, où on organise la solvabilisation par la sécurité sociale de la financiarisation de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, qui fait de moins en moins de découvertes importantes pour la santé des gens, elle fait figure d'exemple parfait pour le capitalisme contemporain. Parce que elle réussit à obtenir ce que dans d'autres secteurs on n'arrive pas ou très peu à obtenir, c'est-à-dire des situations de monopole grâce au brevet. Donc elle fait payer des médicaments extrêmement chers, souvent avec, comme je le disais, des avancées thérapeutiques finalement pas très très importantes. Elle fait payer des médicaments très très chers. Et comme c'est financé par la Sécu, tout ça c'est globalement sans risque ou avec très peu de risque. Est-ce qu'on est d'accord pour que ça fonctionne comme ça? On ne nous pose même pas la question. Pourquoi? Parce que justement la sécurité sociale est de plus en plus un objet technique où ne serait-ce que les syndicats, même si les syndicats c'est une forme de démocratie sociale qui est assez pauvre encore, mais même cette forme de démocratie sociale, elle a été complètement liquidée. Donc effectivement, alors on nous présente, pour nous faire accepter des réformes qui sont soi-disant inéluctables, on nous présente des chiffres qui font peur. Il y a d'abord un enjeu politique. Est-ce que l'argent, on le met là où il faut le mettre? Est-ce que c'est normal de rincer l'industrie pharmaceutique comme on le fait, les complémentaires comme on le fait, les cliniques comme on le fait? Justement, on va parler des complémentaires, parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Est-ce que déjà, vous pouvez nous rappeler ce que c'est quoi déjà une complémentaire? Alors, complémentaire, ça veut dire que c'est en complément de. En complément de quoi? En complément de la Sécu. Comme je l'ai dit, en 1945, c'est pas un nirvana du point de vue de la santé, mais aussi du point de vue des autres prestations sociales. C'est pas un modèle fini, abouti. Sur le cas des soins de santé,
le modèle de 45 dit on rembourse 80% des soins, du prix des soins avec un prix particulier qui est le prix administré. C'est pas 80% de n'importe quoi. Aujourd'hui, si je donne un exemple simple, le prix de la consultation en médecine libérale, il est administré, c'est-à-dire c'est 25 €. Sur ces 25 €, c'est le secteur 1, donc c'est là où la sécurité sociale rembourse plus 80% aujourd'hui, mais elle rembourse un pourcentage fixe de ce tarif administré. Aujourd'hui, il se trouve que pour la consultation, on n'est plus à 80%, on est à 70%, moins 1 €. Parce que bon, il y a eu plein de réformes depuis 45. Mais justement, en 45, déjà, l'enjeu, c'est pas de rembourser 100%. Donc, sur tous les soins, on rembourse à peu près 80% du prix administré. Ça veut dire qu'il reste 20% qui ne sont pas remboursés. C'est sur cet espace du 20% que vont pouvoir prospérer les complémentaires santé. Les complémentaires santé, ce sont ces institutions qui demandent, comme la Sécu, des cotisations à leurs adhérents et qui, lorsque un risque arrive, vont rembourser une partie des dépenses. La complémentaire historique, c'est la mutuelle. Mutuelle, donc c'est une organisation sans but lucratif qui a une histoire très ancienne, une histoire très glorieuse au XIXe siècle, mais qui globalement, en fait, il faut le dire, la mutualité, elle demeure vivante, elle demeure quelque chose d'important au XXe siècle et aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle s'oppose à l'existence de la Sécu. C'est parce qu'il y a une opposition à la Sécu que la mutuelle reste quelque chose d'important en France. Sauf que, sinon, évidemment, elle aurait été absorbée par la sécurité complètement. sociale. Il y a une partie qui a été absorbée, notamment les travailleurs qui ont été absorbés à la sécurité sociale. Mais évidemment, si elle reste importante, et d'ailleurs, à cette époque-là, on lit les comptes rendus des conseils d'administration et vous avez des gens dans la mutualité qui disent quand même c'est horrible, cette sécurité sociale, c'est le totalitarisme. Il y a une opposition, mais c'est une opposition parce que c'est normal. On enlève la raison d'être à la mutuelle. Donc évidemment qu'elle s'oppose. Elle s'oppose et elle gagne ce 20%, donc ce qu'on appelle le ticket modérateur. Et donc le truc c'est qu'au cours du temps, il ne va pas y avoir que les mutuelles qui vont s'intéresser à ça, il va y avoir d'autres types d'acteurs, deux principaux. Donc quand on dit complémentaire en France, ça veut dire trois choses. Les mutuelles dont j'ai parlé, globalement à peu près 50% du marché. Les instituts de prévoyance, donc là ce sont des instituts paritaires, qui sont dans des grandes entreprises où il y a des conventions particulières, qui financent une partie des soins, aussi pour la retraite. Et enfin, les assurances privées à but lucratif. Et donc là, c'est vraiment le capital au sens le plus classique. Peut-être pour illustrer, on a ce graphique qui montre la répartition et l'évolution au fil du temps du remboursement des dépenses. Donc on voit ici ce que rembourse la sécurité sociale, ce que remboursaient les administrations centrales, ce qui était un peu le public. Et puis, si on est sur les parties un peu plus récentes, la différence entre les ménages, donc ce qui n'est pas remboursé, les mutuelles et SAIP, ce sont les sociétés anonymes d'assurance et les institutions de prévoyance qui sont en jaune. Donc on voit à peu près comment les dépenses de santé sont remboursées, presque 80% pour la sécurité sociale, 10% par les mutuelles et un petit peu moins de 10%. En fait, ce n'est pas remboursé, ça reste une charge pour les gens. C'est généralement l'optique et le dentaire, en fait. Ce qu'on voit très bien là sur ce tableau, c'est qu'entre 1945 et 1980, il y a une logique qui est d'absorption du financement des soins par la sécurité sociale. Et en 1980, il y a un coup d'arrêt. Et donc, depuis 1980, la Sécu rembourse tendanciellement un peu moins. C'est quelques points de pourcentage, mais ces points de pourcentage, c'est des milliards, donc ça a des conséquences importantes, des soins de santé. Le pic, c'est 1980, où la sécurité sociale remboursait 80% des soins. Et depuis, on recule. Et ce recul, il est organisé. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 80, justement, cette idée sur laquelle on allait séparer définitivement, d'un côté, ce qui est l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, et de l'autre côté, l'assurance maladie complémentaire, ces fameux trois organismes qui vont subsister. Et alors, quand je dis que c'est organisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va organiser le marché des complémentaires. Et donc, à cette époque, c'est le pouvoir socialiste qui va justement légiférer pour organiser la concurrence entre ces trois types d'acteurs. À cette époque-là, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi dans une phase de construction européenne, et donc il y a cette idée que il faut organiser le marché. Il n'y a pas de raison que ce soit la mutualité toute seule qui s'occupe du ticket modérateur, c'est-à-dire de ce que ne rembourse pas la Sécu. Et ce qui se passe globalement, c'est que la mutualité accepte cette mise en concurrence parce qu'elle pense qu'elle va manger tout cru les assureurs classiques.
c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les mutuelles perdent des parts de marché vis-à-vis des assureurs privés à but lucratif. Donc il y a un recul de la mutualité face au capital et un alignement surtout, c'est ça qui est important, un alignement des comportements. Ça veut dire que la mutualité aujourd'hui, si elle veut continuer à survivre, elle ne peut pas faire ce qu'elle nous dit tout le temps qu'elle fait, c'est-à-dire être une organisation solidaire, qui ne distingue pas les risques, qui est démocratique. En fait, elle ne peut plus faire ça. Elle ne peut plus faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a les règles de la concurrence qui s'imposent. Et donc aujourd'hui, les personnes qui ont du pouvoir dans les mutuelles, ce n'est pas les cotisants, ce n'est pas les mutualistes. Hein. Évidemment, dans la publicité, on ne dit pas ça. La publicité, on dit oui, quand vous êtes à la mutuelle, vous êtes un adhérent et vous décidez pendant les conseils d'administration. Sauf que ça n'existe plus. Ceux qui décident dans les mutuelles, c'est des actuaires. Parce que c'est eux qui doivent faire la gestion du risque avec les directives européennes, Solvency et compagnie, qui font qu'il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Dans les complémentaires, il y a des mutuelles, des sociétés d'assurance et des instituts de prévoyance, mais globalement, leurs pratiques de tarification sont globalement les mêmes. Donc on a un marché qui est plutôt homogène. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, mais finalement, tout ça, est-ce que c'est bien, ça marche pour les gens, quoi ? Est-ce que, comme le dit souvent l'enseignement basique de l'économie dispensée à la télé et par les gouvernants, le marché, ça marche mieux que le public. En fait, pas du tout. On se rend compte que cette organisation, avec d'un côté la Sécu et de l'autre côté des complémentaires, c'est extrêmement coûteux. En France, on a, juste après les États-Unis, le record de frais de gestion pour la gouvernance du système de santé. Donc là encore, ce sont des choses qui sont tout à fait publiques. Hein. Une institution qui s'appelle l'ADRES, hein, qui est une organisation statistique sur les questions de protection sociale, publie chaque année des résultats sur ce qu'on appelle les comptes de santé. Et dans ces comptes de santé, on observe que chaque année, le niveau des frais de gestion des complémentaires santé est supérieur à celui de la Sécu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On pourrait se dire que bon, là, d'un côté, il y a des complémentaires, d'un côté, il y a la Sécu. Ils ont un niveau des frais de gestion à peu près équivalent, un peu supérieur pour les complémentaires. Bon, ça se vaut. Sauf qu'en fait, c'est oublier que la Sécu, elle rembourse 6 à 8 fois plus de soins. La Sécu, elle prend moins de frais de gestion pour rembourser 80% de la dépense de santé, alors que les complémentaires, elles prennent plus de frais de gestion pour rembourser entre 15 et 20% des frais de santé. Donc le chiffre exact, c'est 7 milliards. C'est un chiffre à avoir en tête. 7 milliards, c'est ce que dépense la Sécu en termes de frais de gestion, pour gérer les dossiers, pour faire marcher le système. Les complémentaires, c'est aussi 7 milliards. Sauf qu'elles remboursent, encore une fois, 6 à 8 fois moins de soins. Donc c'est un coût monstrueux. Les économistes, qui ne sont pas souvent d'accord sur grand-chose, ils sont d'accord là-dessus. Le système français est très coûteux. Il est très coûteux parce qu'il y a des frais de gestion qui sont très élevés pour les complémentaires, mais tout simplement, et ça c'est important à avoir en tête, c'est parce que c'est un système à 2 étages. En fait, il y a 2 institutions qui font le même boulot. On fait le même travail 2 fois. Ça veut dire quoi ? Vous allez chez votre médecin, c'est 70% par la Sécu. Une première fois, on traite le soin, et une deuxième fois, 30% la complémentaire. Donc pour le même soin, il y a 2 traitements administratifs. Et donc, c'est ce doublement du travail pour le même soin qui fait que ça coûte extrêmement cher. En plus de ça, il y a le fait que les complémentaires en tant que tels, ça coûte plus cher. Les frais de gestion des complémentaires, c'est aux alentours de 20%. C'est-à-dire quand on regarde 100 € de cotisation, vous donnez tous les mois 100 € à votre complémentaire, 20% c'est pour les frais de gestion. Vous donnez 100 € à la Sécu de cotisation, c'est environ 5% les frais de gestion. Donc en plus de ça, les frais de gestion sont beaucoup plus faibles pour la Sécu. C'est pour une raison assez simple. Hein. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de frais de marketing, de concurrence. Il n'y a pas besoin de démarcher des entreprises, des ménages pour pouvoir gagner des parts de marché. Donc évidemment, le monopole, ça a cet avantage. Donc non seulement on a 2 institutions pour faire la même chose, enfin souvent la même chose, il y a certains soins sont différents, par exemple les dépassements d'honoraires, que remboursent en partie les mutuelles, mais pas la Sécu. Mais vous avez donc 2 institutions qui font le même travail, et en plus il y en a une qui le fait pour plus cher que l'autre. Donc ça fait que c'est extrêmement cher.
Et alors là, encore C'est une logique fois, aussi parce que les chiffres d'affaires sont très différents, alors que les frais, c'est surtout des frais fixes. C'est-à-dire qu'il faut avoir des systèmes informatiques qui vont travailler avec la sécurité sociale. Et donc, en effet, comme la Sécu, elle a un énorme chiffre d'affaires, ses frais fixes, ça lui fait que 5%. Alors que les mutuelles, évidemment, ont des chiffres beaucoup plus élevés parce qu'il y a les mêmes frais, en fait, pratiquement, mais il n'y a pas du tout les mêmes cotisations. on peut Mais c'est vrai que c'est un système qui est quand même assez étrange en qui est termes de incroyable. Dans d'autres pays, ça existe, les assurances santé, en plus du système public. Sauf que ça ne s'appelle pas des complémentaires, ça s'appelle plutôt des supplémentaires. Pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'est pas de compléter sur le même soin un financement, c'est de payer, de financer, de rembourser d'autres soins. C'est pour ça qu'on dit plutôt, on distingue dans complémentaire, on va financer le même soin par deux institutions différentes, la Sécu et la complémentaire. De supplémentaire, on va financer d'autres soins. Et là, du coup, c'est juste une assurance différente qui finance d'autres trucs. Et donc là, c'est plus difficile à comparer. Mais là, c'est quand même incroyable. Faire en sorte d'étendre la sécurité sociale au détriment des complémentaires, notamment sur cette partie qui est modérateur, c'est une réforme qui est finalement d'assez petite ampleur, mais qui pourrait largement changer la vie des gens. On imagine bien ce que ça veut dire. La complémentaire, elles sont très chères. Donc se débarrasser des complémentaires, c'est faire des économies. Je donnerai une évaluation après. Mais en plus, les complémentaires, c'est très inégalitaire. Parce que globalement, en France, il y a encore 5% des gens qui n'ont pas de complémentaires. Donc ça fait des millions de gens. Oui, parce que c'est plein de gens, on n'a encore pas de complémentaires. Justement, on a un graphique qui montre comment se répartissent ces gens qui n'avaient pas de complémentaires. Alors c'est en 2017, choses ont un peu changé depuis lors, mais on voit très bien que, évidemment, les complémentaires étaient très fortement implantés chez les salariés du public ou en termes de complémentaires individuels ou chez les chômeurs. Mais l'enjeu, l'une des raisons qui explique le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas de complémentaires, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas se la payer. Donc, soit ils sont jeunes. Chez les chômeurs, c'est plus de 10% qui n'ont pas de complémentaires. Donc, ça va être des jeunes qui ne sont pas sur le marché du travail. Donc là, dans la statistique, c'est inactif. Ça va être des chômeurs. Donc, ça va être des gens qui, en fait, n'ont pas accès à l'emploi, donc ils ne peuvent pas se la payer parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ceux qui en ont besoin le plus, en fait, c'est ceux qui ont moins d'argent. Et justement, l'enjeu, c'est que tout le monde n'en a pas. Premièrement, contrairement à la Sécu, évidemment, il y a encore des trous dans la raquette sur la Sécu, notamment pour les personnes qui sont en situation dite illégale. Mais globalement, tout le monde a accès à la Sécu. Tout le monde n'a pas accès aux complémentaires, il reste des gens qui n'en ont pas. Mais même parmi ceux qui en ont, tout le monde n'a pas la même complémentaire, c'est-à-dire le même niveau de remboursement. Quand on a des sous, quand on est dans une bonne entreprise, dans une entreprise qui est plutôt riche, eh bien, on va avoir des complémentaires de bonne qualité, c'est-à-dire qui remboursent bien, qui remboursent plein de soins différents. Quand on a moins d'argent, on a plutôt une chance d'être dans des entreprises qui sont moins généreuses parce qu'elles sont moins riches, donc elles vont offrir des contrats qui sont de plus faible qualité. Des fois, quand on a avant, parce que maintenant il y a eu l'ANI qui a généralisé la complémentaire d'entreprise obligatoire, mais avant, ce qu'on avait aussi, qui est encore vrai aujourd'hui, c'est le fait que quand vous avez un contrat individuel, c'est-à-dire c'est vous qui vous déplacez personnellement pour acheter un contrat auprès d'une mutuelle, c'est des garanties moins fortes que lorsque c'est par l'entreprise. Donc on voit qu'il y a un cumul d'inégalités. C'est-à-dire ceux qui ont les bons emplois, dans les bonnes entreprises avec les hauts salaires, ils ont des bonnes complémentaires. Ceux qui sont éloignés de l'emploi de qualité sont aussi éloignés de la complémentaire de qualité. Or, si on ajoute à ça le fait que les plus malades, ce sont les plus pauvres, on a un système qui est totalement illogique, totalement inefficace. On a des gens qui sont plutôt bien portants, plutôt riches, qui ont accès à des complémentaires bien couvrantes, et ils ne s'en servent pas, parce que justement, ils sont plutôt bien portants, plutôt riches, etc. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont plutôt en mauvaise santé parce qu'ils sont plutôt pauvres, ils n'ont pas d'accès à des complémentaires, ou ils ont des complémentaires de mauvaise qualité, et du coup, ils ne peuvent pas se faire soigner. Et donc tout ça est absolument aberrant. Je veux dire, même sans être radical en quoi que ce soit, c'est juste aberrant. Sauf du point de vue évidemment de ces complémentaires qui font leur marge comme ça. Donc ce système est très cher et très inégalitaire. Étendre la sécurité sociale sur la partie ticket modérateur, donc ça serait une réforme pas très radicale, au sens où on ne change pas de fond en comble le système, on dit juste plutôt que rembourser 70%, 80% du prix administré, on va rembourser 100%.
Et en faisant ça, on va faire des économies. Alors évidemment, la sécurité sociale, c'est elle qui va payer. Donc la sécurité sociale va dépenser plus. Sauf que ce dépenser plus pour la sécurité sociale, ça va se traduire pour les gens qui payent des complémentaires par des baisses de dépenses pour ces complémentaires. Et là, on a eu un rapport l'année dernière du Haut Comité sur l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, qui a essayé d'évaluer combien ça pourrait rapporter ce truc-là. Le HCAM, globalement, c'est l'équivalent du COR pour les retraites, Conseil d'orientation des retraites. C'est une instance qui est assez conservatrice parce qu'elle prend dans sa composition des acteurs qui viennent de tout l'horizon. Et donc dans le HCAM, il y a les représentants des complémentaires, de toutes les complémentaires. Bon, et donc ils ont fait un rapport où ils devaient évaluer les possibles articulations entre l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, et les complémentaires. Et l'un des scénarios qui a été étudié, c'est le scénario du 100% Sécu. Ça avait été appelé comme ça. 100% Sécu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire 100% de tout, ça veut dire 100% sur les prix administrés. Ça veut dire, sur l'exemple du 25 € pour la consultation, c'est 100% de 25 €. S'il y a des dépassements d'honoraires, c'est non. Pour l'optique, c'est 100% de ce qui existe. C'est-à-dire que si c'est au-delà du prix administré, c'est non. Donc c'est une petite réforme. C'est pas une réforme incroyable, mais ça aurait changé la vie de plein de gens, parce que ça aurait facilité l'accès aux soins. Et du point de vue économique, alors, ce rapport qui a commandé une estimation au service du ministère et qui évalue à environ 5 milliards € les économies qui seraient réalisées en étendant la Sécu au détriment des complémentaires. 5 milliards €, je crois que c'est 5,4 précisément, 5 milliards € d'économies par an. C'est-à-dire que chaque année, en gardant ce système-là de complémentaire santé, on dilapide 5 milliards € d'économies, essentiellement pour des frais de gestion. On double le travail qui est déjà fait par la Sécu. 5 milliards par an. Alors 5 milliards par an, c'est comme tout à l'heure, on se dit mais 5 milliards, ça représente quoi? Bien, une façon simple de réfléchir à ce que ça représente, on peut penser par exemple au Ségur de la santé. Alors si les gens ne se rappellent pas, le Ségur de la santé, c'était l'équivalent, la traduction de ce que Emmanuel Macron avait annoncé quand il avait parlé d'un plan massif pour l'hôpital. Alors là, je crois que c'est l'hôpital de campagne de Strasbourg, en mars 2020. Les gens sont confinés chez eux. Il y a l'annonce... C'était combien alors Alors, justement, donc, après les négociations, il y a eu 19 milliards € d'investissement. Mais alors ça c'est l'annonce. Sauf que ces 19 milliards €, ils étaient séparés en deux morceaux. 13 milliards de reprise de la dette. Donc en fait, ce n'est pas de l'investissement réel, hein, c'est la CADES qui a repris la dette des hôpitaux. Donc en fait, c'est simplement un transfert comptable de la dette qui était dans les hôpitaux, elle passe dans la CADES. Et donc la CADES, comme c'est la Sécu, ça veut dire qu'il faut trouver ses sous ailleurs, donc ce n'est pas vraiment de l'investissement nouveau. Et 6 milliards d'investissements nouveaux. Donc le plan massif pour l'hôpital, c'est 6 milliards, et c'est 6 milliards sur 5 ans. Les complémentaires santé, c'est 5 milliards par an. Ça veut dire qu'en fait, tous les ans, on peut se payer un Ségur de la santé. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, je vais insister sur quelque chose que j'ai découvert dans le cadre de ces recherches. Dans le cadre de ces recherches, je pars avec une hypothèse qui aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle est complètement naïve. C'est l'hypothèse de dire que les institutions de protection sociale, elles sont portées par un État bienveillant qui se soucie du bien-être de ses citoyens. Bon, à mon avis, tout ça, je veux dire, c'est tout à fait mythique, tout à fait imaginaire. Ce que je découvre dans ces recherches, ce qui me semble maintenant complètement évident, c'est que les classes dominées dans la société, les groupes dominés dans la société, ne doivent pas du tout attendre la bienveillance des classes dirigeantes pour voir leur sort amélioré. Ça ne se passe pas comme ça. Les institutions de la protection sociale, pour ce qui est ce que je connais, mais plus largement, tout ce qui concerne le droit du travail, les institutions qui protègent les personnes les plus fragiles dans la société, elles ne sont pas le fruit d'une bienveillance particulière de l'État qui spontanément se dit « Ah bah tiens, il y a des gens qui souffrent, je vais les aider ». Elles sont quasi systématiquement le fruit du conflit. Et donc de la capacité de ces personnes qui sont dominées dans la société à s'organiser contre les classes dominantes
Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être largement diffusé.